Il est 8h32 et on va parler de la France et des perspectives économiques avec vous, François Villeroy de Galhau. Bonjour. Bonjour, Vous êtes Apolline le de Malherbe. gouverneur de la Banque de France. Le gouverneur de la Banque de France, c'est simple. C'est en quelque sorte la tour de contrôle de l'économie française et vous venez présenter ce matin sur RMC et BFM TV les perspectives. À quoi s'attendre? À quoi s'attendre pour l'économie française en matière d'inflation, de pouvoir d'achat, d'emploi, du budget et peut-être même d'impôts, puisque, évidemment, vous l'avez entendu, le Premier ministre envisage des hausses d'impôts, les augmenter, pourquoi pas. J'y reviendrai évidemment avec vous, mais d'abord, je voudrais ce panneau général avec un mot qui traverse l'économie depuis 3 ans, un mot qui est vu comme une menace, une souffrance pour les Français, c'est le mot inflation. Est-ce que l'inflation, c'est derrière nous? Quels sont les chiffres que vous pouvez nous annoncer ce matin? Alors d'abord, bien sûr, Apolline de Malherbe, l'inflation, c'est la première préoccupation des Français depuis 3 ans. Il y a eu une bouffée d'inflation, on l'a senti sur l'essence, l'alimentation, dans la vie quotidienne des gens. Alors je crois que la bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas tout à fait fini, mais vraiment la victoire est en vue. L'inflation, elle est déjà revenue temporairement autour de 2% en France. 2%, c'est notre objectif à nous, Banque de France, Banque centrale européenne. Et ce que nous disons, c'est qu'elle va y revenir durablement l'an prochain. Ça veut dire du pouvoir d'achat et ça veut dire aussi de la baisse des taux d'intérêt. Donc c'est une vraie bonne nouvelle. Vous la mettez à combien? L'INSEE parle d'une inflation le mois dernier à 1,8. Vous pensez qu'elle va durablement s'installer sous la barre des 2%? Autour de quoi? Les choses sont toujours un tout petit peu compliquées en économie parce qu'il y a un indice national qui est à 1,8, puis il y a un indice européen qui est à 2,2. Mais vous voyez, on est autour de 2. Ça devrait bouger un peu avec des hausses, des baisses dans les mois qui viennent, mais ce n'est pas très significatif. Et nous disons 2% durablement, même en France, en dessous de 2% l'an prochain. Ça veut dire que les prix maintenant augmentent moins vite que les salaires. Ça fait du pouvoir d'achat. L'écart positif va augmenter. Ça fait du pouvoir d'achat et ça devrait faire de la consommation ce qui soutient la croissance. Donc vous voyez, c'est un enchaînement positif. L'incertitude qui existe là-dessus, c'est pour ça que nous sommes un peu plus prudents sur la croissance. Nous sommes affirmatifs sur l'inflation et plus prudents sur la croissance. L'incertitude qui existe, c'est un certain attentisme peut-être des Français qui peuvent épargner plutôt que consommer ou des entreprises qui peuvent différer leurs investissements. Pourquoi cet attentisme ? Parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'environnement politique en France et l'environnement international, l'Ukraine, etc. L'incertitude, on va y revenir dans un instant, mais vous avez quand même d'abord prononcé le mot bonne nouvelle, vous avez prononcé le mot victoire. C'est quand même suffisamment rare depuis plusieurs années sur le front de l'économie, de l'inflation et du pouvoir d'achat. Mais vous avez aussi utilisé le conditionnel, si je ne me trompe pas. Vous avez dit ça devrait entraîner une croissance, une consommation des ménages. C'est pas le cas. Alors, si on faisait de la grammaire, ce qui serait austère, comme vous le disiez tout à l'heure. J'ai promis que ça ne le serait pas. Attention, François Villeroy de Galhau, ne me faites pas mentir. Non, essayons d'être très clairs. Je crois que sur l'inflation, on est à l'indicatif, l'affirmatif. C'est ça qui se passe. Oui, l'inflation sur la croissance, baisse durablement. Sur la croissance, ce que nous voyons, c'est une résilience. On a évité la récession, on est à 1,1% de croissance cette année. Mais c'est trop peu. Donc là, il y a un conditionnel pour l'accélération de la reprise. On l'espère, mais elle est soumise à cet aléa d'incertitude. 2 acteurs, évidemment, les ménages, les foyers et les entreprises. Les derniers chiffres montrent que pour les ménages, la moitié des agences immobilières, par exemple, ont subi une baisse d'activité. Il y a 24% de moins cette année sur les immatriculations d'automobiles. Et ça veut donc dire que, en effet, les dépenses ont été moindres. Et il y a un autre indicateur, c'est qu'il y a des sommes beaucoup plus importantes que les autres étés. Là, si on parle des tout derniers mois, qui ont été placés sur les livrets d'épargne. Ça veut donc dire que les familles, les foyers, les ménages épargnent plutôt que ne dépensent. Alors, je crois qu'aujourd'hui, l'épargne reste importante. Vous vous souvenez, il y a quelques années, elle a été très forte au moment du Covid parce que nous ne pouvions plus consommer. Et donc, il y a eu une épargne forcée et on n'a pas retrouvé aujourd'hui le niveau d'épargne pré-Covid. Donc ça, c'est une réserve de consommation et de croissance. Toute la question qui se pose, c'est est-ce que ces retards de consommation dont vous parlez, c'est temporaire? Nous pensons que c'est le cas pour la plus grosse partie. Ou est-ce qu'il peut y avoir des changements de comportement plus durables? Je vais prendre un signe positif sur l'immobilier. Nous mesurons, nous, à la Banque de France, la production de crédit immobilier chaque mois.
Et au mois de juillet, le dernier chiffre que nous connaissons, elle est nettement repartie à la hausse avec plus de 11 milliards. Elle partait de quasi zéro. Enfin, elle partait C'était pas quasi zéro. On était entre 6 et 7 milliards au printemps. Et là, on est à 11 milliards. Tout ceci correspondant à l'autre conséquence de la victoire contre l'inflation, c'est-à-dire que les taux d'intérêt ont baissé. Aujourd'hui, ils vont continuer à baisser ? La moyenne des crédits immobiliers est à 3,6%. C'est 0,5% de moins qu'au début de l'année. Ça devrait continuer à baisser un peu, mais là, ça n'est pas nous qui fixons les taux du crédit immobilier. Les taux que nous fixons, nous, les taux à court terme de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne, nous les avons déjà baissés 2 fois. Et oui, nous devrions continuer à les baisser. Vous devriez, je suis très attentive au temps que vous employez, donc vous devriez, mais on entend bien effectivement que ça devrait se prolonger. Il y a les entreprises également qui investissent beaucoup moins. 36% des patrons qui anticipaient un investissement ont décidé de les reporter et 20% ont décidé carrément de les annuler. Ça, pour le coup, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, je crois qu'un des grands ennemis de la croissance et de la reprise, c'est l'incertitude. C'est même l'inquiétude. Et donc, une des grandes réponses qu'on peut apporter, c'est de clarifier la politique économique et la politique budgétaire. Ça va être une tâche prioritaire du prochain gouvernement avec le Parlement, mais il faut effectivement donner des repères. Au passage, la Banque de France est là pour ça. La Banque de France est réductrice d'incertitude. Et nous, quand nous luttons contre l'inflation, nous protégeons la valeur de la monnaie et nous nourrissons la confiance. Mais il faut arriver à faire ça non seulement pour la monnaie, mais pour le budget, et puis pour la croissance, la musculation de l'économie française. Je vais peut-être C'est quoi la musculation de l'économie française ? Je vais peut-être le dire à Pauline de Malherbe avec une image presque physique. Allez-y. Nous sortons d'une maladie aiguë, celle dont vous avez parlé, c'est l'inflation. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors maintenant, il est temps de s'occuper activement de nos 2 maladies chroniques, un peu dans la durée. En France, nous avons trop de dettes et nous n'avons pas assez de croissance. Et muscler l'économie française, la capacité de production, nos entreprises, c'est la façon de répondre à pas assez de croissance. Ça veut dire l'école et les compétences, ça veut dire les simplifications qu'attendent les entrepreneurs et les Français, ça veut dire bien sûr l'innovation et l'intelligence artificielle, ou pour prendre un dernier exemple, la transition climatique et énergétique. Tout ça, on le trouve dans le rapport que M. Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, vient de publier pour l'Europe. C'est à peu près ce que dit la note de Mario Draghi, qui est au fond assez alarmiste, qui parle d'une Europe fragile et menacée, et qui insiste sur 2 points. Il y a trop de normes, honnêtement ça on peut l'appliquer à la France, et pas assez d'investissements. Je suis totalement d'accord. Je crois que ce que Mario Draghi dit pour l'Europe vaut aussi pour la France. Il y a d'autres propositions aussi dans le rapport Draghi, mais moi j'insiste beaucoup effectivement sur cette prolifération des normes, la lutte contre la bureaucratie. Oui, mais ça j'ai l'impression que ça fait 10 ans que tout le monde en parle, de simplifier. Mais alors là, si vous me permettez quelque chose, Apolline de Malherbe, sur notre scène publique, il faudrait qu'on parle un peu moins et qu'on agisse un peu plus. Et en matière de simplification, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais il y a une énorme attente de nos concitoyens ou des PME. Alors chaque norme prise individuellement, elle est justifiée, elle correspond à des bonnes intentions. Mais ce qui ne va pas, c'est leur accumulation, c'est insupportable. Le débat politique actuel est-il à la hauteur de ce que vous êtes en train de me décrire ? Là-dessus, non. Soyons clairs, sur tout ce dont on parle, ces réformes de long terme pour muscler l'économie française, l'application à la France du rapport Draghi dont vous parliez, on n'en a pas parlé du tout dans le débat électoral en mai ou au mois de juin, et on n'en parle pas du tout aujourd'hui. Et je crois que c'est d'autant plus dommage, c'est très important, mais en plus là-dessus, il y a probablement un consensus qui est possible. Ça n'est pas, la droite et la gauche sont globalement d'accord pour simplifier, pour réduire les normes et pourraient se mettre autour de la table pour le faire ensemble. Si vous me permettez une remarque qui n'est pas économique, Apolline de Malherbe, sur le climat post-élection. Je crois qu'au fond, il y a 2 attitudes possibles. Et nous avons vu 2 attitudes depuis début juillet. Il y a une attitude gagnante, c'est que nous, Français, on a su s'unir pour étonner le monde avec les Jeux Olympiques. Formidable succès à l'étranger. Et puis, il y a une attitude qui est perdante, c'est que les divers camps politiques sont tentés aujourd'hui de nous rejouer Astérix. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la bagarre. Un album culte, 1970, Astérix et la zizanie. Jules César n'arrive pas à vaincre les Gaulois, et donc il envoie un diviseur très intelligent, Tullius Detritus,
pour diviser les Gaulois. C'est qui Tullus Detritus aujourd'hui? Je ne vise personne en particulier, mais je crois que ce que les Français attendent aujourd'hui, c'est des compromis pour l'action, pour des résultats concrets. On n'a pas besoin de lignes rouges qu'on se jette à la figure, on n'a pas besoin de posture personnelle, on n'a pas besoin de remèdes simplistes en disant « il n'y a qu'à faire ça et je refuse absolument ». Regardez ce qui se passe dans les autres pays. Vous savez, mon métier me met beaucoup en contact avec mes collègues européens. Ils sont un peu étonnés de ce qui se passe en France aujourd'hui. Pourquoi dans les autres pays, quand il n'y a pas de majorité au Parlement, ce qui arrive, on se met autour d'une table au lendemain des élections. Et on bosse ensemble. Et on discute du fond. Et on discute du programme avant de s'attribuer les postes. Vous parlez à l'instant de la question des lignes rouges, des conditions. Et là, depuis 24 heures, autour de la question de la hausse ou de la baisse des impôts, chacun y va de ses conditions et de ses lignes rouges. Mais avant de m'intéresser aux politiques, je voudrais savoir, vous, gouverneur de la Banque de France, les impôts, la hausse des impôts, pourquoi pas? Alors, ça, c'est l'autre maladie de l'économie française. On a parlé de pas assez de croissance, muscler notre capacité de production des entreprises. Par contre, on a trop de déficits et de dettes. Alors là aussi, je crois qu'il faut savoir faire des compromis. Alors je vais évoquer 2 pistes de compromis très simples. La Banque de France est indépendante, elle n'est pas liée au moindre mouvement politique, elle essaye de servir l'intérêt général. Au passage, ce n'est pas la Banque de France qui décide sur le budget, mais elle peut donner son expertise. Et c'est ce que vous faites ce matin. Le premier élément de compromis, d'abord je vais dire très clairement, il faut revenir sous 3% de déficit. Pas seulement à cause des règles européennes, mais parce que c'est notre intérêt national. Les 3% là, de déficit... on s'oriente vers 6%. Alors, on s'oriente en tout cas vers plus de 5, c'est beaucoup trop. Les 3% de déficit, c'est ça qui nous permettra de commencer à stabiliser notre fameuse dette publique. Simplement, on ne peut pas le faire en 3 ans. D'ici 2027, donc, ça n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste, cette promesse de certains de dire on va passer sous les 3% dans les 3 ans. Là, encore une fois, évitons les lignes rouges et les remèdes simplistes. Ça n'est pas possible. Par contre, je crois qu'en 5 ans, c'est jouable. C'est jouable, ça veut dire un effort d'à peu près 20 milliards par an de redressement. Et puis, le deuxième compromis possible, c'est comment on fait ces 20 milliards. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Et là aussi, il y a ceux qui disent qu'il faut tout faire par des économies de dépenses et ceux qui disent qu'il faut faire essentiellement par des hausses d'impôts. Je vais vous dire quelque chose de très simple, Apolline de Malherbe. Je crois qu'il faut les deux. Alors, il faut les deux dans la bonne proportion. Il faut principalement des économies de dépenses. Pourquoi ? Parce que notre problème principal, pourquoi est-ce que nous avons tous ces déficits et cette dette ? C'est parce que nous dépensons nettement plus que nos voisins. Nous avons à peu près le même modèle social que nos voisins européens. Alors, quand je dis l'ensemble des dépenses, c'est l'État, mais c'est aussi les dépenses locales pour certaines d'entre elles et les dépenses sociales pour certaines d'entre elles. Je crois qu'il faut être plus efficace sur les dépenses de fonctionnement, et on peut faire des progrès là-dessus. Et puis, il faut préserver les dépenses d'avenir, l'éducation, le climat, etc. Donc la bonne proportion, probablement, c'est que 3/4 de l'effort soit fait par des économies de dépenses. Mais un effort juste et partagé, là aussi, tout le monde se met autour d'une table et tout le monde prend sa part de l'effort. Notamment en efficacité. Mais ça veut dire qu'il reste un quart qui serait trouvé par des hausses d'impôts. On ne peut probablement pas tout faire par les économies de dépenses, même si c'est le remède prioritaire, j'y insiste. Et exclure complètement les hausses d'impôts, je crois que ça n'est pas sage, ça n'est pas réaliste. Si on doit faire un effort fiscal, je le dis pour probablement environ un quart de l'effort, un quart seulement. J'insiste sur les proportions parce que le débat est parti très fortement depuis hier. Sur si j'ai bien compris, ça veut dire 5 milliards par an. Si je prends votre enveloppe de 20 milliards... de l'ordre de 5 milliards, okay. Ce sera au futur gouvernement et au Parlement de l'apprécier. Et là, je crois qu'il serait très souhaitable de ne pas toucher aux classes moyennes et aux PME, parce que ça augmenterait leur attentisme ou l'incertitude dont nous parlions tout à l'heure. Par contre, il ne faut pas exclure un effort exceptionnel et raisonnable de certaines grandes entreprises ou de certains gros contribuables. Par exemple, tant qu'on n'est pas revenu sous les 3% de déficit. Ça peut être un effort temporaire. Ça peut être un effort temporaire en disant que ces impôts-là seraient supprimés, ces impôts supplémentaires seraient supprimés quand on repasse sous les 3%. Ça veut dire pendant encore quelques années. Je crois qu'en tout cas, c'est une piste possible. La décision appartient aux dirigeants politiques et moi, j'invite vraiment à ce qu'on dépasse la zizanie actuelle pour se mettre au travail pour des résultats concrets pour les Français. Je crois que les Français, ils se sont mobilisés en masse au moment de l'élection. Ils attendent
des solutions et des résultats. François Villeroy de Galhau, si on parle aussi des perspectives, il y a dans la politique aujourd'hui 2 marqueurs très forts, la question des impôts et la question des retraites, de la fameuse réforme des retraites. Faut-il ou non abroger, mettre sur pause? Est-ce que là aussi, dans la question des incertitudes, vous parliez de l'épargne, il semble qu'une partie des Français soit mis à épargner aussi parce qu'ils ne sont pas complètement sûrs qu'ils vont toucher la retraite à laquelle ils imaginaient avoir un droit. Est-ce que le gouvernement doit toucher à la question des retraites? Alors ça, je crois que c'est vraiment une question très politique qui appartiendra au gouvernement, et j'ajoute à chaque fois, et au Parlement, Apolline de Malherbe, parce que nous avons une démocratie qui est devenue davantage parlementaire. Et là, on entend, il y a diverses pistes sur la table. La seule chose que je suis obligé de dire, c'est que si on revenait en arrière partiellement sur la réforme des retraites, et il y a un certain nombre d'aspirations qu'il faut prendre au sérieux là-dessus, mais si on revient en arrière, on augmente les dépenses, et donc on augmente la taille de l'effort, les 20 milliards deviennent davantage. Pourquoi ? Parce que les 20 milliards, ils sont avant d'éventuelles dépenses nouvelles. Et donc, si on faisait certaines dépenses nouvelles, pour les retraites ou pour d'autres choses, il faudra faire plus que 20 milliards d'économies de dépenses et d'éventuelles hausses d'impôts. François Villeroy de Galhau. Vous savez, il n'y a pas de remède magique en économie. Chacun d'entre nous, tous ceux qui nous écoutent, gèrent leur budget. La France, c'est la même chose. Sur la question des taxes sur les super-profits, est-ce que vous, gouverneur de la Banque de France, vous êtes capable de donner une définition de ce que pourrait être un super-profit ? C'est pas très facile. C'est pas très facile, parce que c'est normal que les entreprises fassent des profits. C'est d'ailleurs ça qui leur permet de s'imposer dans la compétition internationale, d'investir, d'innover. Les super-profits, est-ce que c'est plus de profits que d'habitude ? Ça s'est constaté dans certains secteurs, certaines années, mais en général, c'est temporaire. Par contre, je dis, pour certaines grandes entreprises, on pourrait imaginer un effort exceptionnel tant qu'on n'est pas revenu sur les 3%. Je dis aussi qu'il doit être raisonnable, c'est-à-dire qu'il doit être proportionné pour ne pas peser sur la croissance économique. Est-ce que vous avez des regrets ? C'est-à-dire sur la question notamment, vous le disiez tout à l'heure, des taux, les taux de court terme dont vous tenez pour le coup les manettes, pour lutter absolument contre l'inflation, vous les avez très nettement augmenté. Est-ce qu'à posteriori, vous vous dites pas, quand vous voyez que l'inflation baisse, mais elle baisse aussi parce que tout simplement la conjoncture internationale, les prix de l'essence, les prix de l'électricité baissent, c'est pas tant par ce coup de volant d'un côté ou de l'autre. Est-ce que vous ne regrettez pas ça ? Si, je crois que vraiment que la Banque centrale a contribué à la baisse de l'inflation. Apolline de Malherbe, je crois qu'il faut se souvenir, il y a 2 ans, l'inflation augmentait de partout. On était à 7% d'inflation en France. Et il y avait la critique inverse à la Banque centrale qui est « mais pourquoi vous n'agissez pas ? Comment vous laissez l'inflation déraper ?» etc. Donc je crois qu'on a réagi, mais je crois qu'on a réagi de façon proportionnée. On a peut-être oublié, mais la précédente vague d'inflation dans les années 70, on a attendu trop longtemps et du coup il a fallu monter les taux d'intérêt à 2 chiffres, au-delà de 10%. Là, on a monté à 4. Et l'autre signe que je donne, c'est qu'alors qu'en Europe, on a monté à 4, aux États-Unis, ils sont montés à 5,5. On va voir, la Fédérale Réserve américaine, la Banque centrale américaine se réunit ce soir, va peut-être commencer la baisse des taux ce soir. Nous, en Europe, nous l'avons commencé début juin. Donc, vous voyez qu'on essaye d'avoir une réaction proportionnée. Et je crois que le fait que cette politique monétaire ait été efficace contre l'inflation, ça correspondait à l'attente concrète de résultats des Français. Je voudrais qu'on dise aussi un mot de l'emploi et des salaires. La hausse des salaires, ça, Michel Barnier dit que ça va être un de ses chantiers. Est-ce qu'il y a de la marge ? Est-ce que là aussi, vous vous dites c'est important pour entraîner la croissance ? Est-ce que ça doit être une priorité ? Sur la hausse des salaires, je crois qu'il faut distinguer en France le SMIC, qui lui est indexé sur l'inflation. Pour l'instant, il dit que ce serait sans augmenter le SMIC, contrairement au programme du NFP. Et c'est une bonne chose. Le gouvernement peut éventuellement décider d'un coup de pouce. Je crois qu'il doit être là aussi raisonnable pour éviter de peser sur les PME. Donc vous n'êtes pas du tout pour le SMIC à 1600 ça... Je ne me prononce pas. Vous savez, la Banque de France est indépendante. Je le redis des programmes politiques. Vous estimez que ce serait peut-être un risque, en tout cas, du point de vue de la... La plupart des autres salaires, c'est très important de le redire, ils sont négociés de façon décentralisée. C'est-à-dire dans chaque entreprise ou dans chaque branche. Et je crois que c'est une très bonne chose, parce qu'on est au plus près de la réalité économique et du dialogue social. Ça doit se faire dans le dialogue social. Aujourd'hui, globalement, il y a modération des salaires en France. C'est une bonne nouvelle par rapport à l'inflation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, on craignait ce qu'on appelait la spirale prix-salaire. Les prix augmentent, les salaires augmentent, les prix réaugmentent, etc. Oui, à la limite, là, si l'inflation ne monte plus, il y aura moins de pression. Pas. Donc aujourd'hui,
Les salaires progressent en moyenne plus vite que les prix. Je crois que c'est une évolution favorable. Maintenant, il faut voir dans la négociation sociale ce qui est possible comme augmentation salariale au niveau de chaque entreprise. C'est la bonne nouvelle essentielle que vous nous annoncez donc ce matin, François Villeroy de Galhau. Est-ce qu'un jour je vous recevrai comme ministre de l'économie ? Écoutez, je suis très heureux à la Banque de France et je crois y être utile à l'intérêt général. Donc, chacun à sa place. Merci François Villeroy de Galhau d'être venu nous annoncer donc ce matin ce début de bonne nouvelle, même s'il reste de la prudence, on l'a bien compris. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France sur RMC BFM TV, il est 8h52.